au cours d'une façon à ce qu'il y ait un enchaînement. Mais là, bon, pour la moyenne, j'ai essayé un peu de respecter l'ordre par rapport aux autres cours, notamment celui du professeur Fernand qui va suivre. Donc, elle va vous faire la comparaison de moyenne. Comme on a fait la comparaison de pourcentage, vous allez faire avec elle la comparaison de deux moyennes. Mais pour avancer vers cette partie, il faudra qu'on fasse là le calcul déjà et l'estimation de la moyenne et de la variance. On va voir pourquoi on parle d'estimation alors qu'on a parlé du calcul. Donc, on va voir, c'est ce qu'on a vu pour le pourcentage. D'une façon globale, c'est à peu près la même chose. C'est juste les formules qui diffèrent. Donc, c'est bon, vous êtes là? Oui. 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 Il faut me rappeler. Comme ça, je vérifie qu'il n'y a pas un problème de connexion. Donc, comme on a dit, quand on a une série statistique, c'est-à-dire plusieurs variables quantitatives, donc ça va de soi, quand on parle de moyenne, ça veut dire on est face à une variable quantitative, n'est-ce pas? Donc, après, quand on a une grande série statistique, on a envie un peu de situer les valeurs. Et on parle de mesures centrales. On a parlé déjà des mesures centrales dans le premier cours pour le côté descriptif. Donc, c'est une mesure de tendance centrale, c'est-à-dire on essaye de rassembler toutes les valeurs autour d'une valeur centrale. C'est-à-dire que c'est une façon de dire ça tourne autour de quoi de quelle valeur. C'est-à-dire toutes ces valeurs quantitatives, si on veut les rassembler, les centrer, ça tourne autour de quelle valeur. C'est ça la moyenne. Donc, pour résumer une série d'observations par une valeur unique, c'est important. Au lieu de vous dire Monsieur Flan est âgé de 45 ans, Monsieur Flan 2 est âgé de 42 ans, Monsieur Flan 3 est âgé de 41 ans. Après, si je vous dis l'âge moyen ou bien la moyenne d'âge est de 42 ans, là, vous allez comprendre que ça tourne autour de 42 ans. Donc, il s'agit d'une valeur centrale autour de laquelle gravitent toutes les autres valeurs. Bien sûr, pour les formules, c'est simple. C'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de valeurs. Ça, on l'a vu. On a même vu ce tableau. Donc, c'est lorsque vous avez une valeur et le nombre d'observations, c'est-à-dire l'effectif, ça va de soi. On va multiplier ça fois ça et faire la somme totale et diviser par n. Et vous allez trouver, par exemple, cette moyenne. Ça, on l'a déjà vu et vous connaissez déjà. Pour la variance, là, on a dit que vous avez plusieurs valeurs. Vous essayez de trouver une valeur centrale autour de laquelle gravitent ces valeurs. C'est bon, et on l'a calculé. C'est clair jusqu'à maintenant. Maintenant, est-ce que si je vous dis la moyenne d'âge est de 42 ans, alors que j'ai des extrêmes qui vont de 18 ans à 65 ans, par exemple, ou bien j'ai des extrêmes qui vont de 35 ans, par exemple 45 ans, 47 ans, etc. C'est différent. Donc, au fond, la moyenne à elle seule, elle ne renseigne pas d'une façon précise de la série statistique. Parce que, je vous donne un autre exemple. Par exemple, 10 plus 30, ça fait 40. 40 divisé par 2, c'est 20. Là, la moyenne, elle est de 20. Mais je peux aussi avoir 45 plus 5. Pardon, 35 plus 5, là aussi c'est 40. Et là aussi, divisé par 2, c'est 20. Et pourtant, ce n'est pas la même situation. Dans la première situation, il y avait une valeur de 20, l'autre de 10, c'est-à-dire elles sont un peu éloignées. Mais entre 35 et 5, c'est vraiment éloigné. D'où j'ai besoin si vous voulez, d'un autre paramètre qui me permet de calculer ou bien de voir un peu, d'avoir une vision par rapport à l'éloignement des valeurs les unes des autres, ou bien surtout l'éloignement par rapport à cette moyenne. Donc, on définit la variance, c'est une mesure qui permet de tenir compte de la dispersion
Pour la moyenne, on a dit c'est une mesure centrale, c'est-à-dire elle essaye de rassembler les valeurs. Pour la variance, elle essaye de nous renseigner sur la dispersion des valeurs, c'est-à-dire leur éloignement les unes des autres. Donc, de la dispersion de toutes les valeurs d'un ensemble de données. C'est la mesure de dispersion la plus couramment utilisée, de même que l'écart type. De toute façon, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, lorsque vous calculez la variance, ça va de soi, vous allez systématiquement trouver l'écart type. Donc, la variance est l'écart carré moyen, c'est-à-dire c'est le double, enfin, c'est le carré, entre chaque donnée et le centre de la distribution représenté par la moyenne. Autrement dit, si je prends plusieurs valeurs et j'ai ma valeur centrale, je vais un peu calculer la distance, si vous voulez, la dispersion entre chaque valeur et cette moyenne. D'accord? Lorsque je le mettrai au carré et je mettrai la moyenne de ces carrés, c'est ça la variance. Donc, on va voir pour les formules, mais ce n'est pas le calcul manuel qui va vous intéresser parce que c'est un peu embêtant de calculer à la main quand on a des moyens plus faciles pour avoir ces valeurs. Donc, pour la variance, si la série est distribuée en classes, la meilleure estimation de la variance est donnée par cette formule. Donc, vous avez la somme des centres de classe moins votre moyenne, le tout au carré, et vous faites la somme, vous divisez par n. Et vous avez votre variance. Sinon, si vous avez le NI, XI déjà calculé, comme le tableau qu'on a ici, on peut faire XI, NI, et après on mettra au carré. Du coup, on va calculer petit à petit. Donc, on peut avoir une autre formule, la voici. Donc, NI fois XI au carré. Et vous avez votre application numérique de la formule. Donc, la voici. Donc, voici un exemple. Vous avez XI, NI. Tout le monde comprend que XI, c'est le centre de la classe, n'est-ce pas? Là, supposons que vous avez déjà vos résultats représentés en classe. Mais qu'est-ce qu'on a dit, nous? On a dit pour démarrer une bonne étude, par exemple pour votre mémoire, il vaut mieux avoir directement le tableau de données sur Excel, c'est-à-dire vous n'aurez pas les classes. Vous aurez chaque sujet de l'étude avec ses valeurs. Et après, vous aurez vos moyennes, vous aurez l'écart type, etc. Donc là, si vous voulez, c'est l'ancienne méthode. C'est-à-dire commencer par mettre sous forme de classe et après calculer le centre de la classe, tout en cherchant bien sûr combien de fois ça s'est répété, c'est-à-dire combien sont concernés par cette classe, c'est ça l'effectif. Et on va multiplier et après on va mettre au carré pour avoir la formule, n'est-ce pas? C'est pour pouvoir appliquer cette formule. Donc, on trouvera la variance, on mettra le carré, la racine carrée de cette variance, on aura l'écart type. Est-ce que c'est clair? Oui. Quand je dis clair, le principe est compris, pas la formule retenue. Vous n'allez pas la retenir par cœur, ni pour les examens, ni pour l'application de tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la formule, n'est-ce pas? Mais là, vous arrivez à comprendre le principe. D'accord? Vous suivez les autres? Oui. Oui, oui, le travail, ça rend vous suivre. Très bien. Donc, on revient, si vous voulez, on a déjà parlé de la loi normale. Donc, et on a déjà parlé de l'écart type parce que ça nous permet un peu on a déjà dit, vous trouverez des courbes comme ça en cloche qui sont larges, d'autres sont rétrécies. Ça dépend au fond de l'écart type. Pourquoi une courbe est étroite? Ça veut dire que les valeurs se rapprochent les unes des autres. C'est-à-dire l'écart type est petit. Lorsque vous trouverez une courbe comme ça élargie, étalée, si vous voulez, elle est grosse, ça veut dire que les écarts types sont grands et ça veut dire que les valeurs se dispersent bien autour de la valeur centrale. C'est-à-dire elles sont pas proches.
C'est comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure entre 5 et 35. C'est vraiment, là, on va trouver écart type très élevé. Donc, mais d'une façon générale, lorsque vous avez votre moyenne plus ou moins un écart type, ça veut dire que plus de 68% de vos sujets sont là, sont situés dans cette marge-là, c'est-à-dire ont des valeurs autour de cet intervalle, au sein de cet intervalle. Donc, une moyenne plus ou moins 2 écarts types, vous avez 95%, etc. Donc là, on devine bien qu'il nous reste juste quelques valeurs qui vont vraiment être éloignées, très éloignées de la moyenne. Donc, on passe à l'estimation. Là, c'était le calcul, si vous voulez, classique par formule. On va voir après le calcul par Excel et par le logiciel R. Donc, pour l'estimation, on a dit qu'on va parler du calcul et de l'estimation. Donc, c'est quoi l'estimation? Rappelez-vous, on a déjà parlé de l'estimation quand on a fait le pourcentage. C'est-à-dire l'estimation, c'est pour l'intervalle de confiance. Parce que comment on a un échantillon, on calcule une valeur, comme par exemple la moyenne ou bien la variance ou bien un pourcentage de façon générale, mais après, on voudrait bien estimer. On ne peut pas dire je vais calculer la valeur réelle dans la population. Là, je vais estimer. Et comment je vais estimer? C'est à partir d'un intervalle de confiance, comme on a vu pour le pourcentage. Donc, on cherche à estimer un paramètre inconnu au niveau de la population, par exemple une moyenne, etc. À partir d'une sous-population, ou bien c'est ce qu'on appelle un échantillon, à condition qu'il soit représentatif. Ça, on ne cesse de le répéter. Donc, comment on va un peu estimer ce même paramètre, mais dans la population mère, si vous voulez, au sein de la population mère. Donc, on fera une estimation ponctuelle à partir d'un échantillon. Là, qu'est-ce qu'on a dit aussi? C'est que si on va avoir notre échantillon, on aura une valeur, on aura une moyenne. Par exemple, vous avez une entreprise où il y a 2000 travailleurs. Vous prenez, par exemple, 100 travailleurs et vous calculez la moyenne de l'âge. Vous allez, par exemple, trouver 41,5. Vous allez dire, ah, cet échantillon est représentatif, j'ai bien respecté les classes, par exemple, j'ai bien respecté, c'était aléatoire, c'est-à-dire j'ai pas vraiment choisi pour ne pas fausser. Donc, est-ce que ça veut dire que la moyenne chez les travailleurs de mon entreprise, elle est de 41,5? On ne peut pas dire ça. On peut dire que cette moyenne calculée au sein de l'échantillon, elle est de 41 ans et demi. Donc là, seul le calcul au niveau de l'échantillon. Là, c'est une valeur exacte. Mais pour le reste, pour estimer la moyenne au sein de l'entreprise, soit vous allez prendre les 2000, soit vous faites une estimation. Mais si vous prenez un autre échantillon, vous allez trouver une autre valeur. Vous n'allez pas trouver 41,5, mais ça va probablement être proche. Donc, vous allez trouver peut-être 40,5, ou bien 41 seulement, ou bien 42,5, etc. Vous allez trouver des valeurs différentes. Et on a dit à plusieurs reprises aussi, c'est dû à quoi ces variations? C'est dû aux fluctuations d'échantillonnage. Donc, le phénomène est connu, c'est totalement normal parce que tous ces calculs ne peuvent pas, quel que soit, même si vous respectez que c'est représentatif, vous allez tomber sur des valeurs qui diffèrent. Donc, comment estimer à partir d'un seul échantillon? Ça nous ramène vers la notion de l'intervalle de confiance. Donc, pour l'intervalle de confiance, généralement, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit intervalle de confiance à 95%. Si je dis intervalle de confiance à 95%, ça veut dire que j'ai fixé mon alpha à 5%, n'est-ce pas? Très bien, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser d'une façon générale.
Donc, construire autour de l'estimation un intervalle qui a une probabilité connue, c'est-à-dire 1 moins alpha, et fixer a priori, parce que à l'avance, je fixe mon alpha, de contenir la vraie valeur. C'est-à-dire, je ne peux pas dire la vraie valeur de l'âge, par exemple, et la moyenne d'âge, elle est de 41 ans. Mais si je vous dis que je calcule mon intervalle de confiance et je trouve qu'il est de 38 à, par exemple, 44, là, je suis certaine, si vous voulez, que la vraie valeur, elle se situe dans cet intervalle. Je ne sais pas laquelle, mais je sais qu'elle se situe dans cet intervalle. Est-ce que c'est clair? C'est ça l'estimation à partir de l'intervalle de confiance. Bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour les grands échantillons, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je vous ai conseillé, lorsque vous faites vos échantillons ou bien vos populations d'études pour les mémoires, essayez de rester bien au-dessus de 30, parce que c'est ça la limite. Donc, n supérieur ou égal à 30, vous êtes dans les grands échantillons et vous êtes tranquille. Donc, soit x, une valeur aléatoire, quantitative, de moyenne mu. Généralement, quand on dit mu, enfin, si vous prenez les exercices, etc., là, il parle de la vraie moyenne. Ce n'est pas la moyenne calculée dans un échantillon. Donc, si on a une moyenne mu inconnue, si je ne prends pas mes 2000 travailleurs, je ne peux pas avoir la moyenne mu, par exemple, de l'âge. Et de variance aussi, sigma au carré, là aussi, elle est inconnue. Donc, d'une façon générale, bien sûr, c'est juste pour deviner comment on a eu la formule de calcul. Hein. Donc, c'est pour comprendre. C'est que la moyenne M, c'est la moyenne calculée au sein de l'échantillon, n'est-ce pas? Donc, quels que soient les échantillons, on aura, si vous voulez, une moyenne M qui suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma au carré sur n. Là, c'est juste pour dire que ça nous ramène à ça. On a déjà utilisé ces formules. Donc, m moins mu sur sigma sur racine de n, ça suit aussi une loi centrée réduite. Pourquoi on essaye de retourner vers la loi centrée réduite? Dites-moi pourquoi. Pourquoi on essaye de trouver tous ces liens? Celle-là, elle suit la loi normale de moyenne mu et cette formule suit la loi normale centrée réduite. Pourquoi? Répondez. Pourquoi on essaye toujours de se référer, de trouver? C'est comme si on trouve quelqu'un qui connaît quelqu'un et ce quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est pour un peu revenir à la loi centrée réduite. Est-ce que vous avez deviné? On essaye de trouver, c'est comme des relations. L'essentiel, vers la fin, on arrive à trouver quelque chose, même si c'est une formule, ce n'est pas la valeur elle-même, c'est une formule, et cette formule, elle suit approximativement une loi normale centrée réduite. Pourquoi on fait ça? Essayez. Et comment? Parce qu'on a la table. Parce que pour la loi centrée réduite, on a la table, alors que pour le reste, on n'a rien. C'est ça. C'est qu'on peut démarrer des valeurs, enfin de la table de la loi centrée réduite. Elle nous permet après de trouver le reste. Alors que pour les autres, on peut pas deviner. Donc, il faudra démarrer de quelque chose qui est connu. Très bien. Donc, après, on arrive à cette formule. Donc, vous avez votre M. M, c'est quoi? C'est la moyenne calculée dans l'échantillon, au sein de votre échantillon. Là, c'est facile. Vous avez pris 100 travailleurs, vous avez calculé une moyenne avec une méthode très simple, et donc là, vous avez besoin d'avoir l'intervalle de confiance. C'est pour un peu deviner, si vous voulez, ou bien estimer l'intervalle qui vous permettra de au moins situer la vraie moyenne. C'est pour dire, comme j'ai dit tout à l'heure, la vraie moyenne se situe
de toute façon, vous n'avez pas à le dire, même si vous utilisez l'intervalle de confiance, c'est tout le monde qui est censé comprendre. Vous mettez votre moyenne, vous mettez entre parenthèses l'intervalle de confiance, les autres vont deviner que au sein de la population mère, la moyenne, elle se situe entre ces deux valeurs de l'intervalle. C'est-à-dire, si votre moyenne d'âge est de 42 ans, et vous mettez entre parenthèses, entre accolades de l'intervalle de confiance, vous avez 38, 45, ça veut dire que la vraie moyenne au sein de la population mère se situe entre 38 ans et 45. Donc, voici comment calculer les marges de l'intervalle. Bien sûr, quand on parle d'intervalle, c'est M plus ou moins. M moins Z alpha sur 2 racine sigma au carré sur N. N, on l'a. C'est la taille de votre échantillon. Sigma au carré, on verra après. Et Z alpha sur 2, on a dit, on revient à la table. Dès que je fixe mon alpha, j'ai mon Z alpha sur 2. Ça, c'est facile. Qu'est-ce qu'on a dit pour le alpha 0,05, c'est-à-dire alpha 5%? Z alpha sur 2 égale à combien? Non, 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 non. Avec c'est la loi de qui de 3,84. Pour la loi, je suis sûre que vous avez la valeur en tête. On l'a utilisée plusieurs fois. C'est 1,96. Très bien, 1,96. Donc, c'est le Z alpha sur 2 quand il s'agit de alpha égale à 0,05. Donc, c'est en utilisant ça, je vais calculer mes deux marges de l'intervalle. Exemple. On veut estimer la glycémie moyenne des adultes algériens à partir d'un échantillon représentatif de 36 sujets. C'est peu, c'est facile d'avoir 36 sujets. Donc, la moyenne observée, c'est-à-dire j'ai pris mes 36 sujets, j'ai pris leur glycémie, j'ai fait la somme et j'ai divisé par 36, j'ai eu 0,95. N'est-ce pas? C'est facile. J'ai calculé en utilisant les formules qu'on a citées tout à l'heure, j'ai eu ma variance, elle est de 0,0025. Donc, je fais la racine de cette valeur, j'ai l'écart type. L'écart type, il est de 0,05. Je voudrais bien déterminer l'intervalle de confiance, mais à un niveau de confiance de 0,99. Là, ça veut dire que j'ai fixé mon alpha à combien? Très bien. Très bien. Ça veut dire, lorsque je dis que je veux un niveau de confiance de 0,99, ça veut dire que je veux fixer mon alpha à 1%. Généralement, c'est un peu strict. Hein. C'est pour les études qui veulent vraiment prouver quelque chose. Donc, c'est comme si il serre le cercle pour trouver les bonnes valeurs. Donc, le problème, c'est qu'il faut déterminer l'intervalle de confiance d'une moyenne sur un grand échantillon. Ça va, on est au-dessus de 30, donc on est tranquille, avec une probabilité de 99%, c'est ça, 1 moins alpha. Donc, on a mu qui est compris dans l'intervalle M plus ou moins la formule, n'est-ce pas? Z alpha sur 2 racine sigma. C'est ça mu. On cherche une estimation pour trouver un intervalle où mu est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur de cet intervalle. Mu, c'est quoi? C'est la glycémie au sein d'une population, la population mère. On a dit des adultes algériens, n'est-ce pas? Pour l'échantillon, c'est bon, je l'ai calculé, la moyenne au sein de l'échantillon. Ce que je voudrais, moi, c'est d'estimer mu, c'est-à-dire au sein de la population. La population mère, bien sûr. Si j'ai pris que des hommes dans mon échantillon, là, je vais estimer chez une population masculine. On ne peut pas extrapoler des conclusions s'il n'y a pas de similitude entre l'échantillon et la population. Il faut qu'il soit représentatif. Donc, on a notre écart type et on a la racine de n. Racine de 36, c'est 6, n'est-ce pas? C'est facile. Donc, d'où S divisé par racine de n égale 0,025.
Là, vous remarquez qu'à la place de sigma, ils ont mis S. D'accord? C'est-à-dire, on peut se permettre de remplacer, comme on n'a pas sigma, on peut se permettre de remplacer sigma par S, c'est-à-dire l'écart type qu'on a calculé ici. Et on va à la table de la loi centrée réduite pour chercher pour alpha 1%, Z alpha sur 2, il est de combien? Je reviens au premier cours, enfin pas le premier, là où on a fait les lois et tout ça. Donc voici la loi, la table de la loi centrée réduite. Alors cherchez-moi lorsque alpha est égal à 1%, Z alpha sur 2, il est égal à combien? Pourquoi 2,300? Tu as pris cette valeur. Mais on a dit Z alpha sur 2. N'est-ce pas, docteur Chebini? Dans la formule, il y a Z alpha sur 2. Regarde. Z alpha sur 2. C'est-à-dire, la première étape, tu divises ton alpha. N'est-ce pas? Avec alpha égale 0,01. Donc, alpha sur 2, il est égal à combien? Très bien. Et tu cherches 0,05. Le voici. Donc, tu ne cherches pas alpha, tu cherches alpha sur 2. Alpha sur 2, c'est 0,005. Donc, voici son Z. Z alpha sur 2. C'est 2,57,6. C'est facile. D'accord? C'est aussi simple que ça. Si on avait choisi alpha 5%, on aurait pris 1,96. Parce que 0,025, c'est ça la moitié de 0,05, n'est-ce pas? Et son Z, le voici, c'est 1,96. C'est avec la répétition qu'on retient ces notions. C'est normal. Hein? Donc, et on a notre valeur et on la rajoute à la formule. Donc, on a notre intervalle de confiance, M plus ou moins tout ça, et on calcule. Donc, on trouvera finalement, regardez, la moyenne calculée dans l'échantillon, c'était 0,95. L'intervalle, c'est-à-dire à l'intérieur duquel on est, si vous voulez, sûr à 99% que la moyenne, la vraie moyenne de la population mère se situe ici. Elle se situe entre 0,93 et 0,97 avec un niveau de confiance 99%. On ne peut pas espérer plus que ça. Est-ce que c'est clair? Ça va, oui. Voilà, c'est facile. Donc, vous avez la formule. Mais il faut comprendre. C'est-à-dire, lorsque vous verrez un intervalle de confiance, pourquoi il est là? Donc, il vous permet d'estimer, si vous voulez, cette valeur réellement, elle se situe entre ces deux marges. Supposons qu'on est face à un petit échantillon, c'est-à-dire inférieur à 30. Donc, soit Z, une variable aléatoire normale, sont très réduites, et U, une variable suivant une loi de T2 à N. Bien sûr, là, c'est pour trouver pourquoi ils ont utilisé ça et tout. Ça c'est vraiment des maths. Donc, c'est juste, nous, on prend ce qu'ils ont trouvé. Donc, la variable T, si on la prend comme ça, avec cette formule, elle suit une loi de Student à n-1 ddl, degré de liberté. Donc, c'est pour dire un peu qu'on montre alors que l'intervalle de confiance d'une moyenne mu inconnue, mais on a essayé de l'estimer, mais pas avec un échantillon assez important, mais on a essayé avec un petit échantillon. Donc, déterminer à partir d'un échantillon de taille n et d'une moyenne observée m et d'une variable
d'une variance observée S carré, tout ça, on peut le calculer. La moyenne observée, la variance observée, donc c'est bon. Et on a ça, on a la formule. Donc, m plus ou moins Tn moins 1, alpha sur 2, racine S au carré sur n. Mais vous allez me dire comment je vais trouver, moi, le Tn moins 1 de alpha sur 2. Donc, Tn moins 1, alpha sur 2. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de la table de student. Donc, elle donne le T alpha tel que alpha a un cas DDL. Par exemple, là, si on prend et je vais voir, je vais chercher mon alpha. Et on a dit aussi alpha sur 2. Donc, par exemple, là, pour alpha 0,01, et vous avez votre valeur que vous allez prendre et appliquer directement dans la formule. Donc, là, vous allez reprendre ces tables avec le professeur Ferdinand pour comparer, justement, parce que vous en aurez besoin aussi. Donc, exemple. C'est avec l'exemple qu'on comprend mieux. Donc, on veut déterminer l'intervalle de confiance à 95%, c'est-à-dire là, on revient à notre alpha 5%, du poids de naissance moyen des nouveau-nés qui sont nés à terme dans la wilaya d'Alger sur un échantillon de 16 nouveau-nés. Donc 16, directement, vous allez remarquer que 16, c'est inférieur à 30. Il y a eu une petite coupure, mais là, on vous reçoit. Oui, oui, parce que je me connecte avec la 4G. Donc, oui, parce que donc, dès qu'on remarque d'emblée que 16 nouveau-nés, c'est-à-dire on est face à un échantillon qui n'est pas grand, qui est petit, donc je n'ai pas le droit d'utiliser les formules qu'on applique sur les grands échantillons. Donc déjà, c'est la première étape. Là, je vois qu'ils ont calculé la moyenne, donc le poids de naissance. Ils ont trouvé 3300 grammes. Et bien sûr, lorsque j'ai les valeurs, je peux calculer aussi la variance. Et la racine de la variance, c'est l'écart type. Donc, j'ai un écart type de 600. On suppose que la valeur, la variable aléatoire poids de naissance, suit une loi normale. Et on doit déterminer l'intervalle de confiance parce que pour la moyenne, c'est bon, elle est calculée. Donc, j'ai besoin de connaître, d'estimer, justement, d'avoir cette estimation de la vraie moyenne. Donc, pour estimer l'intervalle de confiance d'une moyenne sur un petit échantillon avec une probabilité de 95%. Pourquoi? Parce qu'on a choisi déjà alpha 0,05. Ne peut être résolu que si le poids de naissance suit une loi normale. Et généralement, on peut vérifier après. Dans ce cas, on a mu qui est compris dans l'intervalle. Bien sûr, là, on doit comprendre. Voici la formule. Donc, et après, on calcule petit à petit. Donc, S sur racine de n, c'est facile. N, c'était 16. Racine de n, donc je peux la voir. S, j'ai 600, donc 600 divisé par 4. Racine de 16, c'est 4. Et 600 divisé par 4 c'est 150. On détermine sur la table de student le T alpha sur 2, c'est-à-dire parce que alpha, c'est 0,05, sa moitié, c'est 0,025. Donc, je cherche mon T 0,025, n moins 1. N, c'est 16, moins 1, c'est 15. D'accord? Donc, je reviens, je vais aller à ma table. Donc, je reviens à la table. Donc, là, bon, là, on n'a pas repris tous les DDL dans l'exemple.
mais on va le trouver ici. Donc, entre 10 et 30, je trouverai 15 DDL. Et je vais chercher la valeur de mon alpha. Donc là, on a T 15 moins 0,025. Enfin, moins. C'est pas moins, hein. C'est 15 0,025, comme on a dit ici. On prend ça et ça, c'est-à-dire c'est le croisement. Ici, c'est un croisement entre DDL 5 et alpha, par exemple, 0,01. Mais là, c'est un croisement entre 0,025 et 15. Donc, je vais avoir la valeur de 13, d'où l'intervalle de confiance. Après, ça sera facile à calculer. Donc, mu est compris dans l'intervalle, le voici, parce que j'aurai la marge inférieure et la marge supérieure. La marge inférieure, c'est la moyenne moins tout ça. La marge supérieure, c'est la moyenne plus tout ça, avec un niveau de confiance de 95%. Donc, pour la variance, là aussi, on peut estimer son intervalle de confiance. Donc, pour les grands échantillons, lorsque n est grand, c'est-à-dire toujours supérieur à 30, on peut approximer par la loi normale, parce qu'elle suit, U suit approximativement une loi normale de moyenne n-1 et de variance de n-1. Donc, voici la formule. Et là aussi, je fais ma variance moins tout ça. Ça, je l'ai. C'est-à-dire, c'est ce que je calcule dans l'échantillon, la variance calculée. N, c'est la taille de l'échantillon. Alpha sur 2, donc si je fixe 0,05, je vais les chercher pour Z alpha sur 2. Là, dans mon cas, pour 5%, c'est 1,96. Et je calcule simplement et j'aurai mes deux marges avec la variance plus ou moins. Ça, c'est la variance calculée. Et bien sûr, moi, je cherche à estimer sigma au carré. Donc, sigma au carré, c'est la variance au sein de la population mère. Et S au carré, c'est au sein de l'échantillon. C'est ce que j'ai pu calculer. Donc, par exemple, on veut estimer la variance sigma au carré d'une variable. Les valeurs observées au niveau d'un échantillon de 41 sujets, donc remarquez ici que 41 dépasse 30, donc je suis à l'aise. Donc, je trouve une moyenne, bien sûr, pour M divisé par 41, je trouverai 13,1. Et la variance, elle est de 67. Quel est l'intervalle de confiance? À 95%. Et je vais appliquer les formules. Je trouverai mon intervalle vers la fin. Le voici. Donc là, généralement, lorsque vous trouverez, ou bien vous allez présenter vos moyennes, il faut retenir une chose. Il ne faut jamais il ne faut jamais présenter votre moyenne, quelle que soit, seule, comme ça. Vous n'avez pas le droit, si vous voulez, de dire j'ai une moyenne d'âge de 41 ans et vous vous arrêtez. Parce que là, ça renseigne de la valeur centrale, mais ça ne donne pas assez d'informations pour deviner le reste. Donc, généralement, si vous cherchez dans les autres mémoires, dans les bouquins, dans les articles scientifiques surtout, vous allez trouver une moyenne est toujours suivie d'une autre valeur. Cette valeur, c'est quoi? C'est l'écart type. Donc, généralement, c'est beaucoup plus facile. Donc, là, la racine carrée de la variance, c'est l'écart type. Donc, vous avez toujours votre moyenne, 41 ans, plus ou moins 7 ans, par exemple. Là, on devine que l'écart type est de 7 ans. Et on devine que c'est un peu éloigné. Mais si vous me dites plus ou moins 3 ans, je devine que l'âge des travailleurs, vraiment, hein, il tourne autour de 41 ans. C'est-à-dire, ça s'approche. Vous voyez un peu. Donc, en regardant l'écart type, je devine un peu la dispersion par rapport
à cette valeur, à cette moyenne. Donc, on va essayer. Est-ce que vous êtes sur vos PC? Oui. Oui. Essayez, est-ce que vous pouvez partager? Est-ce qu'on peut donc essayer de le mode là, présenter. Essayez de cliquer sur la flèche, enfin l'un. Allez-y. Qui veut commencer? Allez, un volontaire? Vous voulez qu'on partage l'écran, professeur? Oui, s'il te plaît, vas-y. Oui, d'accord. Allez-y, partagez votre écran. Est-ce que vous avez un fichier Excel où il y a des valeurs? Ou bien on peut créer un fichier. Très bien. Alors les autres, est-ce que vous êtes en train de voir le mien ou bien voir celui de votre collègue? Ou bien c'est un peu... Donc j'arrête. Moi j'arrête le partage pour que qu'on puisse voir l'écran de votre camarade. C'est bon? C'est mieux? Oui, pour le moment, on voit votre présentation. Ah bon? Ça veut dire votre écran. Ah. Et pourtant j'ai arrêté la présentation. Pardon? Oui, c'est celui de votre camarade. Il y a une deuxième collègue qui a partagé son écran également. Ah, d'accord. Essayez l'un après l'autre, s'il vous plaît. Pas ensemble. D'accord, je me retire, puisqu'ils arrivent à Qui voir son reste? écran. Qui va rester? C'est bon, c'est bon. J'ai arrêté le partage. Hein. Donc, vous avez tous arrêté, c'est ça? Ah, c'est bon, Boussimani, elle peut partager son Je ne sais écran. pas si vous arrivez à voir le mien. Vous, c'est Non, Imen. non. Oui, Oui, professeur. c'est Imen. Alors, bon, essayez de sortir déjà. Essayez de sortir du mythe, comme ça on saura. Parce que pour le moment, très bien. Très bien. Qui a le cheval? C'est Imen. Oui, oui. C'est Très bien. Iman, oui. C'est Iman le Très cheval qui bien. le joue. Maintenant, Iman, essayez d'ouvrir un fichier Excel. Est-ce que vous avez un fichier Excel prêt? Sinon, ouvrez. Je Mais prends c'est des petit, hein? brouillons Je que j'ai vois en utilisés pour petit. Je prends un brouillon que j'ai utilisé pour mon mémoire. Très bien. Allez-y. Est-ce que vous, les autres, vous arrivez à voir là, le PC, enfin le bureau de votre camarade en grand? Parce que là, je vois tout petit. Non, Non, il c'est est tout petit. petit. Même le mien tout à l'heure, c'était petit. Non, Non, c'est non. non. D'accord. Donc, je ne sais pas comment on fait pour agrandir. Je ne sais pas, là, j'ai partagé l'intégralité de l'écran. Oui, oui, oui. Peut-être parce que vous n'êtes pas le présentateur principal. Je pense, oui, parce que ça reste, j'imagine, à la place de l'icône, tu as le participant, mais Oui. aussi l'administrateur de la réunion. Ahmed Boutou, vous voyez l'écran, oui, mais est-ce que vous le voyez en petit? Parce que c'est ça le problème, on voudrait bien agrandir. Ah non, vous le voyez en grand. Donc là, votre camarade, il le voit en grand. Alors, comment on fait? Dites-nous. Donc là, je ne vais pas agrandir. Peut-être on pourrait épingler, non? Ah, super. Cliquez sur épingler. Ça marche. Très bien. Très bien. Alors, Oui, très bien. Donc là, vous voyez tous le fichier Excel de votre camarade?
Vous avez pourquoi vous avez mis les graphiques en même temps avec votre base de données? Non, non, c'est un brouillon, professeur. C'est pas le fichier que j'ai utilisé. C'est juste pour qu'on partage. D'accord. Là c'est parti. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai dû reprendre le micro, donc j'ai basculé. Ah, d'accord. D'accord. Revenez à l'Excel, s'il vous plaît. Très bien. Allez-y à la fin de l'âge. Descendez à la dernière case, à la fin de l'âge. Très bien. Ah, vous avez déjà calculé. Oui, je préfère laisser le micro allumé, comme ça, pour ne pas trop basculer. Bien sûr, vous êtes en train de commenter, donc c'est normal. Donc, vous avez déjà calculé. Via Excel, oui. Très bien, très bien. Très bien. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, vous pouvez montrer à vos camarades comment vous avez fait. Supprimez ça, ou bien, allez, vous pouvez supprimer et vers la fin ne pas enregistrer. J'ai mis directement la formule moyenne. Très bien, très bien, On sélectionne les données. très bien, Voilà. Je ferme la très bien. parenthèse et il me donne وحده là. Voilà. Très bien, J'ai pas mis très bien. la parenthèse. Parfait. Donc là, donc qui vous a montré ça? خربشت شوية et professeur Kassel m'a aidé aussi. Ah, d'accord, d'accord. Donc, très bien. Donc là, pour les autres, essayez de faire la même chose. Parce que là, comme ça, vous avez utilisé Excel. Que ce soit Oui. pour calculer la moyenne ou bien pour calculer l'écart type. Donc, vous Exactement. avez la moyenne et vous avez l'écart type. Pour l'écart type, c'est la même chose. Essayez de reprendre, s'il vous plaît, pour montrer aux autres. Écart. Voilà. Vous écrivez tout simplement égal écart type. Voilà. Et vous sélectionnez toutes les valeurs que vous voulez inclure. Et faites attention pour ne pas inclure la moyenne. Ah oui, non, je l'ai pas prise. Voilà. Voilà. Parce que vous avez une autre valeur en bas. Très bien. Et vous avez votre écart type. Qu'est-ce que vous observez, vous, les autres? Donc, vous remarquez que la moyenne, elle est de 46 ans à peu près, et l'écart type, il est de 9 ans. Donc, quand même, il y a un éloignement, c'est logique. Quand on a une ancienneté, vous pouvez avoir quelqu'un qui a été recruté à l'âge de 20 ans, 18 ans, etc. Et c'est normal, jusqu'à 60 ans, il reste en poste. Donc, c'est pas normal de trouver 46 ans plus 1, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, c'est tout Ouais. à fait normal qu'il y ait quand même une dispersion des valeurs autour de la moyenne. Très bien. Est-ce que les autres peuvent partager avec nous? Allez-y, Asma, Karis. Je retire mon écran, c'est bon, professeur? Oui, oui, merci. 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 Allez-y, quelqu'un d'autre? Asma, Karis. C'est votre nom, hein? Moi, je suis en train de lire ce que vous Non, avez. Docteur Bouabache, c'est Docteur Bouabache, professeur Bacha. Je D'accord. suis en Et train de c'est connecter quoi, avec Karis? notre compte. Et justement, j'ai pas encore entamé mon mémoire. J'étais en congé de maternité, donc j'ai pas d'Excel, à vrai dire. Donc j'ai pas un brouillon comme Malish, docteur. allez-y, partagez l'écran, je vais vous montrer. Partagez l'écran. D'accord. Librairie, entre parenthèses, grand R, D'accord. petit c, M, D, R. Ferme la parenthèse, entrée. Très bien. Là, il vous dit, vous n'avez pas le package qui est nommé RCMDR. Donc, tu vas en haut. Regarde en haut, il y a package. Cherche package. Très bien. Là, doucement. Doucement. Non, installer. Installer package. Très bien. Les autres, vous suivez? Voilà, puisqu'il n'y a pas Algérie parmi la liste,
Donc, tu cliques directement, tu laisses avec 0 et tu cliques sur OK. Très bien. Là, vous allez avoir la liste des packages. Là, tu glisses, tu cherches le RCMDR. Cherche. Bon, c'est par ordre alphabétique, donc ça devrait être facile. Dès que tu trouves RC, glisse doucement. Non, non. Ah oui, oui, tu l'as sauté. D'accord, d'accord. Les autres, vous suivez? Parce que vous devez faire la même chose. Parce que le R Commander, c'est le principal package pour le R, à partir duquel on peut faire tout ce qu'on connaît, nous. Pour les autres, c'est pour des calculs plus sophistiqués, etc. Mais si vous avez le R Commander, je pense que vous allez pouvoir tout faire pour votre mémoire, pour vos calculs habituels. On est dans le RE, donc RC, c'est en plus haut. Oui. Remontez, remontez, oui. RCMDR. Montez jusqu'à trouver RCMDR tout seul. Tout seul. Tout seul. Voilà, c'est le premier en principe de la liste. Parce que library, c'est comme si vous faites appel à un package. Et vous mettrez entre parenthèses le nom du package. Il y a plusieurs. Pour celui-là, initialement, il faut maîtriser le RCMDR. Après, si vous voulez faire des graphes avec ggplot, par exemple, etc., vous pouvez le faire. Mais c'est un peu plus compliqué. Mais c'est faisable. C'est le même principe. Library, il fait appel au package. S'il n'est pas installé, il faut l'installer. C'est tout. Donc là, vous allez laisser, bon, vous avez juste besoin d'une bonne connexion pour tout installer. D'accord? Donc, en attendant que ça s'installe, on va chez Dr Chebini. Donc, juste, Asma, arrêtez juste le partage. D'accord? Pour le reste, n'arrêtez rien pour le R. Laissez-le installer. Pardon? D'accord? Et après, on verra ce que ça donne. Allez-y, Dr Chebini. D'accord, d'accord. Allez-y, Dr Chebine. Là, tu écris library package. Oui, allez-y. C'est bon, oui, on voit. Library, entre parenthèses, RCMDR. Non, non, entre parenthèses, RCMDR. Je me suis trompée. Oui. Oui. Grand R. Oui, grand R. Grand R, le reste minuscule. Fermé. Entrée. Très bien. Ça vient normalement. Très bien. Agrandis, s'il te plaît. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui. Là, donc, Dr Chebini est arrivé dans son Air Commander. Donc, là, pour faire des calculs, il nous faut une base de données. Donc, allez-y sur données. Données. Voilà. Non, non, données. Il faut que données. Très bien. Importer des données. Descends. Et après, non, tu restes. Voilà, tu glisses à droite. Depuis un fichier Excel. Où est-ce qu'il est ton fichier Excel? De toute façon, donc, il y a avec la main pour le chercher. Mais d'abord, il te donne le choix pour donner un nom. Donc là, mettez un nom
qu'il faudra écraser après pour ne pas avoir plusieurs données, plusieurs bases de données enregistrées. Par exemple, tu peux mettre BD, base de données, Chubini. Mais voilà, mais l'essentiel après, quand tu veux l'écraser, tu utilises le même nom. Comme ça, il va l'écraser pour ne pas se retrouver avec plusieurs bases de données. Ça risque de vous perturber. OK? Est-ce que vous m'avez compris, les autres? Oui, Voilà, lorsque vous choisissez le nom, après vous allez corriger votre base de données, il faut choisir d'emblée le nom que vous allez garder. Comme ça va, les nouvelles versions vont écraser les anciennes versions pour ne pas avoir plusieurs versions de base de données enregistrées sur votre R. Parce qu'après, vous risquez d'utiliser l'ancienne base de données que vous n'avez pas encore pas corrigée, etc. D'accord? Donc, pour le nom, faites attention. Il vaut mieux écraser, sauf si je trouve, moi, par exemple, j'entre dans mon logiciel R, je vais trouver, par exemple, ma base de données et la base de données de mon résident, par exemple. Là, je ne vais pas utiliser le même nom, mais je saurai quand est-ce que je vais utiliser la mienne, quand est-ce que je vais utiliser celle du docteur, par exemple, Touati ou bien docteur Chubini. Donc là, il faut, c'est juste, il faut choisir une version par domaine, par personne, par mémoire. Vous voyez un peu. Vous, pour votre mémoire, par exemple, vous pouvez écrire BD, mémoire. Mais après, à chaque fois, vous allez utiliser le même nom pour que ça s'écrase. Parce que là, vous n'avez pas besoin de garder plusieurs brouillons sur votre R. C'est clair? il faut qu'on se souvienne du nom qu'on attribue à les données, professeur. On peut pas Et les vous le trouverez. parmi Vous le trouverez ici. Il sera écrit. Il sera écrit. D'accord. Ah oui, comme ici, Dr Chebini a trouvé pas de données, vous allez trouver, vous allez cliquer, vous allez trouver plusieurs bases de données, par exemple. D'accord? Vous allez trouver les noms. Oui, ça, vous n'avez pas à les mémoriser. Allez-y, Dr Chebini. Mettez OK. Il n'a pas accepté. Change de nom. Essaye de ne pas garder l'espace. Très bien. Là, tu vas chercher ta base de données, n'importe quel fichier Excel. Très bien. En principe, il te donne le choix. Est-ce que c'est la première feuille? À moins que tu aies une seule feuille Excel qui est écrite. Une seule. C'est pour ça. Sinon, s'il y avait plusieurs feuilles Excel où il y a de l'écriture, là, il va te poser la question. Est-ce que tu veux la feuille 1, la feuille 2, etc. D'accord? Donc là, il a pris directement. Là, tu vas vers statistiques. Voilà. Et tu choisis ce que tu veux faire. Par exemple, tu veux des résumés. Va à résumé. Est-ce que tu veux des statistiques descriptives? Descends un peu. Voilà. Tu cliques statistiques descriptives. Très bien. Ça veut dire quoi? Regardez, remarquez ce qu'il vous a proposé. Même les autres, remarquez avec lui. Oui, descends, défile. Défile comme ça, tu vas voir tout ce qu'il te propose. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous remarquez, les autres? Tout ça, ça représente quel type de variable? C'est des variables quantitatives. Très bien, parce que là, pour lui, les statistiques descriptives, il va vous donner la moyenne, l'écart type, la médiane, les premiers quarantiles, le troisième quarantile, là, le minimum, le maximum, et tout ça, ce sont des statistiques descriptives concernant les variables quantitatives. Donc, choisis n'importe quelle variable, Dr Chebini, et tu cliques sur OK. Voilà. Donc là, mine, c'est la moyenne. La moyenne de ton BMI, de ton IMC, elle est de 27,9. Le SD, c'est l'écart type. L'écart type, c'est 4,72.
Là, c'est l'inter. On n'a pas besoin de ça. On peut l'éliminer enfin, parmi les paramètres. Là, 0%, c'est le minimum. C'est-à-dire le BMI le plus bas dans la série statistique du docteur Chebini, c'est 18,19. C'est-à-dire c'est la personne la plus maigre dans sa population d'études. Elle a un BMI de 18,19. 25%, c'est-à-dire le premier quartile. On a parlé, lorsqu'on a fait le premier cours, on a parlé des quartiles. Premier quartile à 25%. Deuxième quartile, c'est la médiane parce que c'est 50%. On a dit, c'est la valeur qui coupe votre série sur deux. Si elle est bien ordonnée du plus petit au plus grand, si vous la coupez sur deux, ça veut dire 50% sont situés au-dessus, 50% sont situés en dessous. La même chose, le troisième quartile, c'est à 75%. Donc là, comment je vais interpréter? Je vais dire que la valeur en dessous de laquelle sont situés 25% de la population, c'est le BMI 24. La médiane, elle est de 27. C'est-à-dire la valeur du BMI qui coupe la série en deux. Bien sûr, sans poser la question au docteur Chebini, combien? Tu as un effectif de combien dans ton échantillon? Je vais le voir ici. N. N est de 64, n'est-ce pas, docteur Chebini? Très bien. Donc là, et la médiane, elle est de 27,6. Le troisième quartile, il est de 31,43. Et la valeur maximale, c'est-à-dire la personne la plus obèse dans sa population, elle a un BMI de 37,34. Et vous pouvez faire ça avec toutes les variables descriptives, enfin quantitatives que vous avez. Si vous avez ça, pour moi, c'est bon. Ça représente votre série statistique. Mais des fois, on a besoin de comparer. On a besoin, j'allais cliquer sur statistique. Vas-y, clique sur statistique. Toujours résumé. Là, tu vas à distribution de fréquence. C'est l'inverse. Maintenant, il va te proposer les variables qualitatives. Choisis n'importe laquelle. Essaye de choisir là où il y a plusieurs, par exemple. Je sais pas. L'habitat, par exemple. Comme tu veux. Va te donner. Tu vas remarquer là où il y a le vide. Acheter, vas-y, acheter. D'accord. Donc là, HTA, il te dit que pour 13 personnes, tu as cliqué oui. Pour 47 personnes, tu as cliqué non. Si votre base de données est mal renseignée, il risque de vous proposer ici non minuscule, non majuscule avec un autre chiffre, oui minuscule avec un autre chiffre, oui majuscule avec un autre chiffre. Ça va attirer votre attention. Ah, ma base de données, finalement, elle n'est pas vraiment bien renseignée. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut écraser. Parce que c'est en effectuant comme ça des calculs, vous allez constater des erreurs. Il chauffe N majuscule, mais non, pour lui, non. Non, pour lui, non avec N majuscule ou non avec N minuscule, ce n'est pas la même chose. Il va les séparer. Ah non, il n'est pas censé réfléchir à votre place. Il ne sait pas. Peut-être que vous avez un code. Il n'a pas le droit de vous modifier votre base de données. D'accord? Donc maintenant, c'est à vous de mettre en ordre votre... Oui. C'est important. Donc, là aussi, il vous donne les pourcentages. Donc, par exemple, vous allez présenter vos résultats. Vous allez mettre, oui, par exemple, c'est 13. La prévalence de l'HTA est de 21,67%. Entre parenthèses, 13 personnes, par exemple. OK? Donc, allez-y toujours à statistiques. Là, pas résumé. Là, c'est bon. Vous avez eu le résumé pour le descriptif. Allez-y, voilà, table de choisissez tri croisé. Les autres, vous êtes en train de suivre, n'est-ce pas? Oui,
Oui. Oui. Voilà. Là, on va faire le fameux qui 2 ou bien le test de Fisher. C'est ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce que tu veux vérifier, docteur Chebini, par exemple? Est-ce que tu veux bien savoir, est-ce que ceux qui sont épartendus ont plus de céphalées? Ça serait bien, c'est curieux. Allez, acheter un. Très bien. Et tu cliques. Bon, il n'a pas trouvé ton p-value parce qu'apparemment, il y a des valeurs qui manquent. Voilà, et puis tu as écrit, oui, héréditaire. Donc là, il faudra vérifier après ta base de données. Sinon, il va vous donner le X-squared. C'est quoi le X-squared? C'est le qui 2. D'accord? Qui carré. Squared, c'est carré. X, c'est X, c'est qui carré. Et il va vous donner surtout le p-value. Qu'est-ce qu'on a dit? Si vous trouvez votre p qui est très petit, c'est-à-dire inférieur à 0,05, là, vous êtes face à une différence significative. Vous pouvez mettre ça sur votre tableau et dire, on a constaté une différence significative entre l'HTA et les céphalées. D'accord? Et c'est comme ça que vous allez interpréter après et vous allez comparer vos résultats, etc. D'accord? On revient au docteur Tebal pour voir si elle a pu installer le R Commander. Merci, docteur Chebini. Alors, tout l'écran. Là, il faudra commencer à jouer avec ta base de données, docteur Chebini. Mais c'est en essayant sur le R, il va attirer ton attention sur ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas bien rédigé. Alors, vous voyez, professeur, Je vois. Essayez de remonter avec la flèche. Il faut savoir que lorsque vous écrivez une formule, il va la mémoriser. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de retaper les RCMDR. Il suffit de remonter avec les flèches du clavier. Là, il va vous proposer ce que vous avez déjà écrit. Allez-y en bas. Est-ce qu'il est toujours en train d'installer? Non, c'est bon, normalement, il a terminé. Très bien. Donc, descends vers la fin et essaye de, là où il y a la flèche, là, la flèche rouge. Où est-ce qu'elle est? Très bien, ici. Ici, tu cliques sur la flèche du clavier. La flèche اللي تحبط ولا اللي يطلع واحدة فيها. Très bien, Zidi. Non, il n'a pas mémorisé le... Remonte. Il y a plus haut, Zidi. il y a mis, il y avait une erreur dans le téléchargement. Voilà, là, tu fais Entrée. Clique sur Entrée. Très bien. Parce que c'était mémorisé. Tu l'as déjà écrit, donc il va mémoriser ce que vous demandez. Mais sans manquant. Ça veut dire, là, il vous dit qu'il n'a pas pu télécharger tous les packages nécessaires. Voilà. OK. Donc, ce que vous allez faire, c'est de relancer l'opération. Là, il va installer ce qui manque. D'accord. Donc, oui, très bien. Vous avez mis, oui. Attendez, cliquez pas n'importe quoi. Installer les paquets depuis répertoire. Non, c'est pas le répertoire. Depuis crâne, oui. Oui, allez-y. Mettez OK. Très bien. Là, il va continuer à installer les autres. Très bien. Donc, peut-être c'était un problème de connexion. Ça arrive. Oui, je pense. Là, il va continuer. Voilà. Quand il s'arrête, vous allez vérifier. Si vous lancez Library RCMDR et ça vient, c'est bon, ça veut dire qu'il a installé. Sinon, il va vous dire qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qu'il y a comme problème et il va vous proposer de les ramener. Mais il ne faut pas avoir peur. Hein. Tous ces packages, ils ne vont pas prendre de la place vraiment sur votre PC. Hein. C'est pas très lourd. Je sais pas. Très bien. Ça vient. Très bien. Essayez d'agrandir la fenêtre. Parfait. Maintenant, est-ce que vous avez un fichier Excel où il y a des chiffres, etc. Non. Vous n'avez pas quelque chose? Aucun fichier Non, Excel? j'ai un fichier SPSS, mais c'était juste un brouillon.
SPSS? Oui. D'accord. Bon, je ne sais pas à partir de SPSS, mais bon, Pour idéalement, l'Excel. c'est de. Donc, vous avez déjà utilisé le SPSS? Oui. Ah, d'accord. Bon, c'est à peu près la même chose, hein. Bon, c'est juste que le SPSS, il est piraté. Sauf si vous D'accord. avez acheté la version donc, officielle. Donc, en principe, il est craqué. Alors que le R, il est free. Donc, il est libre. Puis, il a été préparé. Même les mises à jour sont libres, etc. Allez-y vers données. Je ne sais pas s'il nous donne. Moi, j'ai jamais essayé SPSS. Je ne sais pas s'il nous donne la main. Allez-y à importer. Importer. Restez sur importer. Attendez. Est-ce qu'il donne Depuis bon, il le propose SPSS. Stata, Excel, données Minitab, SPSS. Allez-y. Très bien. Il vous propose. Là, la même chose. Donc, soit vous gardez ce nom, soit vous mettez un nom que vous allez écraser après pour ne pas avoir plusieurs brouillons sur votre R. Parce que après, vous risquez de vous tromper. D'accord? Très bien. Là, vous allez chercher votre fichier SPSS. Où est-ce qu'il est? Soit double-clic, soit vous cliquez, vous mettez ouvrir. Voilà. Donc, il a ramené apparemment les données. Allez-y sur statistiques. Donc, essayez résumer. Voilà, comme ça, vous aurez votre combien, qu'est-ce que vous avez comme qualitatif, comme quantitatif. De toute façon, il y a plusieurs méthodes, hein. On peut, avec STR avoir tout ce que vous voulez. Allez, Alors, je vais aller sur statistiques descriptives. très bien. Vous avez l'âge seulement, Non, comme normalement, variable quantitative. Comme variable quantitative. non, j'avais deux fichiers, mais je pense qu'il n'a pas détecté le. Alors, Peut-être vous avez pris. Mais allez, c'est pas grave, c'est juste pour. d'accord, donc je vais aller sur résumé. Non, Ouais. ce n'est pas le fichier que je voulais. Ah, ça Donc, veut dire que vous allez donner. Voilà. Allez-y sur données. Donc, si vous donner. voulez ramener un autre fichier, allez-y sur données. Et vous allez importer un autre fichier. SPSS. Très bien, depuis données SPSS. Essayez de garder le même nom pour l'écraser. Alors, je sais pas, c'était 11, 12. Parce qu'on a fait plusieurs exercices. D'accord. Allez-y sur statistiques et essayez de voir. Mais l'essentiel, vous connaissez. Déjà, vous manipulez. Toujours la même chose. Toujours le même. Oui. Essayez enfin, le descriptif, enfin, si vous voulez. Non, 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 ça, pas ici. C'est statistique. Vous restez sur statistique. Distribution de fréquences, allez-y. Peut-être vous avez beaucoup de données. Non, en bas. Un peu en bas. Très bien. Là. Là, vous avez juste études, profession. Hein. Vous n'avez pas beaucoup de données. Peut-être c'est pas le bon. Mais Alors, essayez j'avais. quand même. Mhm. Appuyez sur l'un d'eux. Profession. Voilà. L'un. Allez-y. De toute façon, vous avez le droit de choisir plusieurs. Hein. S'il vous donne la main de choisir plusieurs, vous pouvez. Il vous donnera les effectifs, les pourcentages, etc. Là, vous n'avez pas. Hein. Non, elle est vide. Donc, c'est pas le bon fichier. Je ne sais pas comment importer de SPSS, hein, pour ne pas vous mentir. Parce que pour l'Excel, c'est beaucoup plus facile. Vous avez D'accord. votre base de données et après, vous voulez utiliser EpiInfo, SPSS, le R. Vous êtes libre. Et même Stata Hadek. Donc, c'est plus facile. Il vaut mieux démarrer de l'Excel.
Moi, j'adore vraiment mettre les données sur Excel. C'est plus facile, c'est plus clair. Et après, vous avez la possibilité, parce que tous les logiciels acceptent l'Excel. Vous voyez? Donc, D'accord. c'est beaucoup plus facile. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions, les autres? Donc, ça va? Oui, ça va. Donc, bon, je reste à votre, si vous voulez que je vous aide après, etc., je reste à votre entière disposition. Ok? Vous avez mon mail, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun souci. On peut faire d'autres visioconférences aussi, donc si vous voulez. Ok? Mais Ok, merci. sinon, sur le programme officiel, voilà, on a terminé, donc c'est bon. J'espère que les objectifs ont été atteints, que vous avez appris des choses, que vous avez. Après, il faut juste les appliquer, les utiliser, et vous avez tous les moyens nécessaires. C'est beaucoup plus facile que les calculs manuels, etc. Donc, les intérêts des cours, si vous voulez, ce n'est pas de savoir comment calculer, mais beaucoup plus comment interpréter et comment savoir et choisir quels paramètres choisir, quels paramètres qu'il faut calculer. C'est beaucoup plus ça. Et je pense que vous avez assez de bagages maintenant. Dites-moi s'il vous plaît, les polycopiés. On est arrêté à quel polycopier? Je vous ai envoyé les supports pour le premier, le deuxième cours. Qu'est-ce qui manque? Bon. Moi, je Ceux l'ai de la reçu semaine tous. passée, je ne les ai pas envoyés. Est-ce que je vous ai déjà envoyé la comparaison des pourcentages ou pas encore? Non, pas encore. D'accord. Donc, On a un seul support, je crois. Je ne sais pas si les autres ont reçu la deux. même chose. Normalement, vous avez deux. Vous avez On le a, premier, on a là où le il y a les poly- statistiques. Pardon? on a le polycopier de statistiques descriptives. Ou t'as les fluctuations. Non? Non.